Ce ne sont pas les ombres de la nuit qui laissent les marques les plus profondes, mais les vérités cruelles qui se déroulent sous le soleil, invisibles aux yeux de ceux qui refusent de voir. Je suis Marthe, 77 ans, une femme dont les mains usées par le temps s'accrochent encore à l'aiguille pour broder des serviettes pour mes arrière-petits-enfants. Mes cheveux, aujourd'hui d'un blanc éclatant, relevés en chignon comme un rituel immuable, brillaient autrefois d'un noir de mur mûri au soleil. Les années ont passé, mais certains souvenirs s'accrochent à moi comme des chaînes impossibles à briser. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, prête à ouvrir une porte scellée depuis trop longtemps, à révéler une histoire que j'ai portée seule comme un fardeau brûlant. Si vous regardez cette vidéo, dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. Vos mots me donnent le courage de continuer. Laissez un cœur, abonnez-vous à la chaîne, car chaque geste m'aide à faire un pas de plus dans ce voyage à travers mes blessures. Je suis née en 1947, à une époque où les enfants n'avaient pas de voix. On attendait de nous que nous écoutions, obéissions. Soyons reconnaissants dans notre petite ville de la campagne du Tarn, en Occitanie. La vie était simple, rude. Nous étions 7 frères et sœurs. J'étais la troisième. Mon père travaillait dans les champs de maïs. Lors de notre région, à l'époque, ma pauvre mère ne s'arrêtait jamais une minute. Elle s'occupait de la maison, de nous, les enfants, du jardin potager, des poules. Elle dormait après tout le monde, se réveillait avant le soleil. Notre maison était petite, mais ma mère était fière de tout garder, très propre. Le sol en terre était balayé tous les jours. Les murs en bois étaient blanchis à la chaux 2 fois par an, toujours avant Pâques, avant Noël. Nous n'avions pas grand-chose, mais grâce à Dieu, au travail acharné de mes parents, nous n'avons jamais manqué de nourriture sur la table. Mon enfance était comme celle de nombreuses filles des régions rurales à cette époque. À 7 ans, j'aidais à m'occuper de mes jeunes frères et sœurs, balayais la cour, nourrissais les poules, allais à l'école quand je pouvais dans une salle de classe, exiguë à presque une demi-heure de marche. L'enseignante, Madame Johnson, était stricte, mais nous apprenait à lire, à écrire correctement. Beaucoup de filles de mon âge n'ont jamais eu cette chance. Le dimanche était le jour le plus sacré de la semaine pour notre famille. C'était le seul jour où mon père n'allait pas au champ. Nous nous levions tôt, prenions le petit déjeuner avec du pain de maïs. Tout le monde allait à l'office de 8 heures à la petite église de la ville. Je me souviens d'y aller dans ma robe en coton bleu, la seule que j'avais qui n'était pas pour le travail. Ma mère tressait mes cheveux, aide des sœurs avec leurs tresses aussi, me disait-elle en préparant les vêtements des garçons. Je ne me plaignais pas. Jamais me sentir utile. Voir le sourire approbateur de ma mère. Après l'église, nous rentrions à la maison. La préparation du déjeuner familial commençait. La maison sentait l'ail, les oignons sautés, le poulet mijoté. C'était le seul jour de la semaine où nous mangions de la viande, ce qui rendait le dimanche spécial. Mars trie les haricots pendant que je plume le poulet, demandait ma mère. Je passais des heures à séparer les bons haricots des abîmés.
des petits cailloux, pendant que mes jeunes frères et sœurs jouaient dans la cour. Les filles aidaient à mettre la table, les garçons allaient chercher de l'eau au puits. Chacun avait sa tâche. La table du dimanche était couverte d'une nappe brodée blanche que ma grand-mère avait faite pour ma mère, comme cadeau de mariage. Ma mère disait: souvenez-vous, cette nappe signifie dignité, respect dans cette famille. Des oncles, tantes, cousins, parfois des amis d'autres fermes venaient. La maison était pleine, bruyante, avec l'odeur de la bonne nourriture, du café fraîchement préparé. Les enfants couraient dans la cour, les hommes parlaient des récoltes, de politique dans le salon, les femmes échangeaient des recettes, des nouvelles. C'était un de ces dimanches, juste après mes 12 ans, que tout a commencé. Mon oncle Auguste, le frère aîné de mon père, venait de s'installer en ville après être devenu veuf. C'était un homme dans la quarantaine, considéré comme beau par les femmes de la région, prospère parce qu'il possédait un petit magasin au centre-ville, contrairement aux mains de mon père, cailleuse à cause du travail à la ferme. Les siennes étaient douces, car il ne faisait pas de travail manuel. L'oncle Auguste apportait toujours des bonbons pour nous, les enfants, de petits cadeaux pour ma mère, au morchao de tissu, un savon raffiné, des choses que nous ne voyions pas souvent. Tout le monde était heureux quand il arrivait. Mon père l'admirait beaucoup, disant qu'il était éduqué parce qu'il avait terminé la 3e année. Dans notre famille, c'était presque comme être médecin. Petite Marthe, viens vois ce que ton oncle t'a apporté aujourd'hui, disait-il en arrivant. Et bien sûr, you realize qu'il ne l'aurait pas fait. À l'époque, recevoir un cadeau était rare. Surtout quelque chose venant de la ville. Le rituel du dimanche était toujours le même. Un déjeuner copieux à midi, des conversations bruyantes, des rires, puis venait le café avec du pain de maïs ou des petits pains sucrés, et ensuite la partie que, avec le temps, j'ai appris à craindre plus que tout, la sieste après le déjeuner. C'était une coutume dans ma famille que les adultes se reposent un peu après le déjeuner du dimanche. Les hommes restaient dans le salon, affalés dans les chaises ou dans le seul fauteuil que nous avions. Les femmes rangeaient la cuisine, puis se reposaient aussi, généralement dans la chambre d'amis ou celle de mes parents. Nous, les enfants, étions envoyés dans la cour pour ne pas déranger le repos des adultes chez Dimankela. Après mes 12 ans, mon oncle Auguste m'appela alors que je passais dans le couloir. Petite Marthe, viens ici, un instant. Je veux te montrer un livre que j'ai apporté de la ville, dit-il avec ce sourire que tout le monde trouvait si agréable. J'entrais dans la pièce où il était sans rien suspecter. Après tout, c'était mon oncle, le frère de mon père, un homme respecté. Que pouvait-il arriver? J'entrais dans cette pièce sans imaginer que ma vie changerait pour toujours. Le livre existait vraiment. Il avait des images de lieux lointains comme Paris, Bordeaux, des villes que je ne connaissais que par les histoires de mon oncle. J'étais fascinée par ces images. Je n'avais jamais vu de gratte-ciel auparavant. Assieds-toi ici, à côté de ton oncle, pour mieux voir, dit-il. Tapotant le lit, j'obéis, comme je le faisais toujours avec
Les adultes, c'est alors que je sentis sa main sur mon dos, descendant lentement, un frisson glacé remonta le long de ma colonne vertébrale. Ça semblait pas correct, mais qu'étais-je pour questionner une fille de 12 ans, grande pour son âge, comme on disait, mais encore juste une enfant, tu deviens une jolie jeune fille. Marthe, murmura-t-il près de mon oreille, avec une odeur de whisky mêlée de café qui me donna la nausée. Ce qui s'est passé ensuite est encore difficile à raconter, même après tant d'années. 16 mens, sa bouche, Sunpoint, et le silence qu'il exigea après, c'est notre petit secret, dit-il, ajustant ses vêtements. Si tu le dis à quelqu'un, tu détruiras la famille. Ton père perdra l'emploi que je lui ai obtenu à la coopérative. Ta mère tombera malade de chagrin et personne ne te croira parce que je suis un homme respecté en ville. Et toi, tu n'es qu'une petite fille. Je quittais cette pièce différente de celle que j'étais en entrant. Quelque chose en moi s'était brisé. Je ne pouvais plus regarder la nappe blanche sans voir des taches que personne d'autre ne pouvait voir. Je ne pouvais plus goûter la douceur du pain de maïs sans que mon estomac se retourne. Cette nuit-là, je pleurais cachée sous la couverture que je partageais avec mes sœurs. Je mordis l'oreiller pour que personne n'entende mes sanglots. Je priais la Vierge Marie pour que cela n'arrive plus jamais. Mais mes prières ne furent pas exaucées. Les dimanches suivantes, l'oncle Auguste réapparut et le suivant, et encore le suivant. C'était comme si tous les dimanches de ma vie s'étaient transformés en cauchemar. Le rituel se répétait, église, déjeuner, conversations, café et l'horreur qui venait après. Je commençais à développer des stratégies pour éviter d'être seule. Apprendre à survivre était ma seule option. Pendant la semaine, je vivais dans la peur de l'arrivée du dimanche. À l'école, je ne pouvais plus me concentrer. L'enseignante appela ma mère, inquiète de mes résultats, qui étaient auparavant si bons. Que se passait-il? Demanda-t-elle. Préoccupée, j'ouvris la bouche, mais les mots ne sortirent pas. La peur me paralysait. Je suis fatiguée. Maman fut tout ce que je parvins à dire. Je commençais à inventer des tâches pour moi le dimanche. Je proposais de laver toute la vaisselle après le déjeuner, même si c'était trop pour mes petites mains. Laisse-moi le faire. Maman, tu as déjà trop travaillé, disais-je, sachant qu'aucun adulte n'interromprait son repos pour venir me chercher. D'autres fois, je prétendais avoir des douleurs d'estomac ou de tête. Je pense que j'ai trop mangé. Expliquais-je. Et je courais dans la cour où je restais avec mes jeunes frères et sœurs. J'inventais des jeux bruyants, sachant que mon oncle n'essaierait rien avec tant de témoins à proximité. Quand ces stratégies échouaient, je disparaissais simplement. J'allais à la grange me cacher parmi les sacs de maïs, où je grimpais sur un pommier à l'arrière de la cour, restais là tranquillement jusqu'à être sûre que le danger était passé. Parfois, j'étais grondée pour avoir disparu, mais je préférais 1000 fois la punition à l'alternative. Les mois passèrent. Avec eux, des dimanches qui semblaient s'éterniser comme des années. Je changeais. Ma mère disait que je devenais timide, que je n'étais plus la fille bavarde. Souriante, d'autres fois,
Mon père pensait que c'était juste l'âge, que toutes les jeunes filles deviennent plus, silencieuses en grandissant. Personne ne réalisait que ces silences portaient des cris. Au début de 1960 quelque chose changea dans notre routine. Ma cousine Céline, la fille de ma tante du côté de ma mère, vint vivre avec nous. Elle avait 10 ans, avait perdu sa mère à cause de la tuberculose. Mes parents, avec leur grand cœur, l'accueillirent comme une fille. Céline était une fille douce avec des cheveux bouclés, des taches de rousseur sur le nez. Nous devînmes rapidement proches. Elle dormait dans le même lit que moi. Mes sœurs, nous devenions des confidentes. Nous nous racontions des secrets la nuit, sous la faible lumière de la lampe à pétrole. Quand tout le monde dormait déjà, tous les secrets, sauf celui qui me consumait de l'intérieur, un dimanche de mars, je remarquai le regard de mon oncle s'attardant sur Céline pendant le déjeuner, la manière dont il l'appelait petite fleur, poser sa main sur son épaule en lui offrant des bonbons, demander si elle apprenait déjà à broder comme les jeunes filles. Je reconnus les signes, les mêmes qui avaient précédé mon tourment, quelque chose en moi, bouilli. Je pouvais supporter ce qu'il me faisait. J'y étais habituée, si l'on peut jamais s'habituer à une telle horreur. Mais je ne permettrai jamais que Céline traverse la même chose. Quand je les vis ensemble dans le couloir, Dissante vient voir ce magazine de la capitale avec ce sourire que je ne connaissais que trop bien. Mon cœur s'emballe, mes mains devinrent froides de sueur. C'était comme si le temps s'était arrêté un instant. Céline, criai-je avant qu'elle n'atteigne la porte de la chambre, maman t'appelle pour aider avec le dessert. Ma cousine se tourna, hésitante. Mon oncle fronça les sourcils, irrité par l'interruption. Ta mère n'a appelé personne. Marthe, arrête d'inventer des histoires, dit-il d'un ton sévère. Mais je tirai déjà Céline par la main. Ainsi, elle l'a fait et elle a dit que c'était urgent. Je traînais ma cousine jusqu'à la cuisine, où ma mère faisait du café. Elle nous regarda. Surprise, maman, puis-je apprendre à Céline comment faire la tarte à la citrouille que tu m'as apprise? Demandai-je, presque essoufflée. Ma mère sourit. Ne comprenant pas mon agitation, mais heureuse de mon intérêt soudain. Bien sûr, ma chérie va chercher de la citrouille dans le garde-manger, du sucre dans la boîte. Nous passâmes le reste de l'après-midi dans la cuisine, râpant de la citrouille, remuant la casserole, mes yeux ne quittant jamais la porte, alerte à tout mouvement, quand mon oncle apparut pour le café. Son regard croisa le mien, il y avait de la colère là-dedans, une promesse silencieuse que je paierais pour cela. Cette nuit-là, je pris une décision. Je ne pouvais pas parler, mais je pouvais agir. Chaque dimanche serait une bataille. Je combattrais de toutes mes forces pour protéger Céline, même si cela signifiait me mettre encore plus en danger. Je créais des tâches qui nous occupaient toutes les deux. Laver le linge, balayer la cour, aider à la cuisine. Je lui appris à grimper sur le pommier avec moi. Notre refuge secret où nous passions des heures à inventer des histoires, à rêver de futurs impossibles. Le prix était élevé,
Mon oncle trouvait des moyens de m'isoler. Quand mes stratégies échouaient, sa colère rendait tout encore pire. Tu causes des problèmes, Marthe, disait-il de cette voix calme que moi seule savais dangereuse. Les filles qui causent des problèmes finissent seules. Personne n'aime les fauteurs de troubles. Les années 1962, 1960, 3 passèrent ainsi. Dans une guerre silencieuse que personne d'autre ne remarquait, d'un côté, un homme adulte, respecté de tous, de l'autre, une adolescente que tout le monde voyait comme bizarre, difficile. Je perdis du poids, faisais des cauchemars, mes résultats scolaires chutèrent. À 15 ans, je semblais porter le poids du monde sur mes épaules et d'une certaine manière, c'était le cas. C'était un dimanche de mars 1964 que ma vie changea pour toujours. Je m'en souviens comme si c'était hier. La radio rapportait des troubles à Paris, quelque chose à propos des droits civiques, des manifestations, des choses qui semblaient aussi lointaines que la lune pour nous à la campagne. Mon père, mon oncle discutait de politique dans le salon pendant que nous aidions ma mère avec le déjeuner. Ce matin-là, Céline fêtait ses 13 ans. Ma mère avait fait un simple pain de maïs avec de la confiture de fraises pour célébrer. Nous ne pouvions pas nous permettre de fête, mais ce petit geste signifiait beaucoup. Céline était radieuse, portant une robe que ma mère avait cousue en secret pendant les nuits de la semaine précédente, avec un tissu fleuri qu'elle gardait pour les occasions spéciales. Aujourd'hui, tu ressembles à une vraie jeune fille. Dites mon oncle Auguste quand il arriva, portant un petit paquet dans les mains. J'ai un cadeau spécial pour toi. Son regard me glaça à l'intérieur. Je reconnus l'intention cachée dans ces mots, apparemment innocents. Pendant presque 3 ans, j'avais réussi à protéger Céline en créant des barrières invisibles, ne la laissant jamais seule. Mais ce jour-là, je réalisais que cela ne suffirait pas. Mon oncle était déterminé. L'anniversaire était l'excuse parfaite pour accorder une attention spéciale à sa nièce. Après le déjeuner, comme toujours, vint le moment du repos. Je vis quand mon oncle appela Céline pour lui montrer le cadeau qu'il avait apporté. Allons dans la chambre d'amis, où il fait plus frais, pour que tu ouvres ton paquet, dit-il avec cette voix sirupeuse qui me donnait des frissons. Quelque chose explosa en moi. C'était comme si toutes les digues retenant ma peur, ma colère, mon désespoir de toutes ces années, s'étaient rompues d'un coup sans penser aux conséquences. Je traversai la pièce en quelques pas rapides, saisis le bras de Céline. Elle n'ira nulle part seule avec toi, dis-je d'une voix qui ne semblait pas la mienne. Elle était ferme, forte, déterminée. Toute la pièce se tut. Mon père, qui somnolait dans le fauteuil à bascule, se réveilla. Surprise, ma mère arrêta de ramasser les assiettes. Mes frères et sœurs, qui se disputaient un morceau de gâteau, se figèrent. Qu'as-tu dit, petite? Demanda mon oncle. Un sourire forcé sur le visage. Je veux juste offrir un cadeau à Céline pour son jour. Je répétais, tremblant de la tête aux pieds, mais sans reculer. Elle n'ira nulle part seule avec toi. Jamais plus. Mon père se leva, le visage rouge, d'embarras face à mon attitude.
Marthe, quelles sont ses manières? Excuse-toi auprès de ton oncle tout de suite. C'est à ce moment que tout déferla. Les larmes que j'avais ravalées pendant des années coulèrent sur mon visage avant de partager cette révélation douloureuse qui me fait encore mal aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit cœur sur la vidéo, ça m'aide beaucoup à continuer de partager ces histoires. Je ne m'excuserai pas. Il, les mots restaient coincés dans ma gorge. Comment expliquer l'inexplicable? Comment nommer ce que je ne comprenais pas pleinement? Il me fait des choses. Parvins-je enfin à dire entre les sanglots des choses qu'un oncle ne devrait pas faire à sa nièce? Depuis que j'ai 12 ans, chaque dimanche, quand vous vous reposez tous, le silence qui suivit était si dense que on aurait pu le couper au couteau. Je vis le visage de mon oncle se transformer, d'abord la surprise, puis la colère, et enfin ce sourire calme de quelqu'un sûr de sa position. Eh bien, regardez ça, dit-il, secouant la tête. La petite invente des histoires. Elle a toujours été comme ça. Pleine de fantasmes, doit être jalouse de l'attention que je donne à Céline. Mon père semblait perdu, regardant de moi à mon oncle, ne sachant qui croire. C'est alors que ma mère, qui se tenait à la porte de la cuisine avec une pile d'assiettes dans les mains, laissa tout tomber par terre. Le bruit des assiettes cassées claqua comme un coup de tonnerre dans cette pièce étouffante. « Est-ce vrai, Marthe ?» demanda-t-elle d'une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Ce n'était ni accusateur ni suspicieux. C'était la voix d'une mère qui voyait soudain ce qui était sous ses yeux depuis toujours. Je ne pouvais pas répondre avec des mots. Je hochai simplement la tête, affirmante, tandis que les larmes continuaient de couler. Mon oncle laissa échapper un rire forcé. « Béatrice, tu ne vas pas croire ces bêtises, n'est-ce pas? Regarde, la fille est perturbée, l'a toujours été. Il faut comprendre que les adolescentes inventent des choses. C'était la seule fois que je vis ma mère interrompre un homme. Da estoy, Auguste, dit-elle, marchant vers moi, 16 mens, toujours rugueuse à cause du travail, touchèrent mon visage avec une délicatesse qui brisa quelque chose en moi. De Peus combien de Thames, ma chérie, depuis que j'ai eu 12 ans, chaque dimanche quand vous vous reposez tous, répétai-je, incapable d'élaborer davantage, je vis l'horreur se répandre sur son visage, suivie d'une compréhension douloureuse, tous les changements dans mon comportement, ma peur des dimanches, mes maux d'estomac inventés, mes stratégies pour ne jamais être seule. Soudain, tout prenait sens pour elle. Mon père semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Son visage était pâle, ses yeux grands ouverts d'incrédulité. « Augustin, est-ce vrai ?» demanda-t-il à son frère, d'une voix tremblante. « Bien sûr que non, Antoine. Comment peux-tu croire une telle histoire? Je suis ton frère, je prends soin de vous tous. Je t'ai obtenu un emploi à la coopérative. Est-ce ainsi que tu me remercies ?» En croyant les mensonges d'une fille perturbée, mon père vacilla. Je pouvais voir le doute dans ses yeux. Mon oncle était son frère aîné.
son refuge sûr, celui qui résolvait toujours les problèmes de la famille. Comment pouvait-il croire que cet homme était capable d'une telle monstruosité? C'est alors que Céline, qui était restée silencieuse tout ce temps, fit un pas en avant. Elle m'a protégée, dit-elle doucement. Chaque dimanche, Marthe inventait des tâches pour nous deux. Elle ne m'a jamais laissée seule avec l'oncle Auguste, ne serait-ce qu'une minute. Je pensais qu'elle ne m'aimait pas près de lui, mais maintenant je comprends. Ces simples mots changèrent tout. Ma mère se tourna vers mon oncle. Ses yeux, pleins d'une fureur que je n'avais jamais vue, sort de ma maison, ordonna-t-elle. Tu le regretteras, menaça mon oncle, me regardant directement. Personne ne te croira, petite Marthe. Tu sais pourquoi? Parce que je suis quelqu'un dans cette ville et toi, tu n'es rien. Mon père, qui était resté paralysé jusque-là, s'avance, soudain. J'avais jamais vu mon père toujours si calme. Ziretnou, agir avec une telle violence. Il saisit mon oncle par la chemise, le poussa contre le mur. Si tu touches un cheveu de la tête de ma fille encore, je te tuerai, dit-il d'une voix qui ne semblait pas la sienne. Sors de ma maison. Ne reviens jamais. Quand mon oncle partit, claquant la porte, une tempête éclata, pas seulement dehors, avec le tonnerre annonçant la pluie, mais aussi dans notre salon. Mon père s'effondra dans la chaise, le visage enfoui dans les mains, sanglotant comme un enfant. Ma mère m'enlaça si fort que je pouvais à peine respirer, comme si elle pouvait effacer 3 ans de douleur avec ce geste. Pourquoi ne nous as-tu rien dit avant, ma chérie? Demanda-t-elle à travers les larmes. Il a dit que personne ne me croirait, que papa perdrait son emploi à la coopérative, que tu aurais honte de moi, répondis-je. Sentant un poids se soulever de mes épaules, même si la douleur restait dans les jours qui suivirent, notre famille changea pour toujours. Les déjeuners du dimanche prirent fin, la nappe brodée blanche fut rangée au fond du coffre, comme si elle portait la tâche de ce secret révélé. Mon père quitta son emploi à la coopérative, préférant retourner au travail manuel dans les champs plutôt que de continuer sous l'influence de son frère. La petite ville, comme elle était, bourdonna bientôt de commentaires. Ils ont rompu avec Auguste. Cet homme, disait certains, ça devait être une dispute à propos d'argent. Spéculait, d'autres personnes ne connaissaient la vérité. Mes parents décidèrent que c'était mieux ainsi. Certaines hontes ne sont pas les nôtres à porter, dit ma mère, avec une sagesse que je ne compris que bien des années plus tard. À ma surprise, mes nuits devinrent plus paisibles. Les cauchemars ne disparurent pas complètement, mais diminuèrent. À l'école, mes résultats s'améliorèrent. À nouveau, c'était comme si une ombre avait été partiellement retirée de ma vie. Cependant, tout n'était pas rose. Mon père portait un poids de culpabilité qui le courbait comme un fardeau physique. Plusieurs nuits, je le trouvais pleurant seul sur le porche. « Pardonne-moi, ma fille, disait-il quand je l'enlaçais. J'aurais dû remarquer
J'aurais dû te protéger. Ma mère devint ma forteresse. C'est elle qui insista pour que je continue mes études. Même quand l'argent était compté, l'éducation est la seule chose que personne ne peut enlever. Répétait-elle. C'est qu'aussi elle qui, défiant toutes les coutumes de l'époque, m'emmena chez un médecin dans la ville voisine pour s'assurer que j'étais physiquement en bonne santé. Ce médecin, le docteur Parquier, fut la première personne hors de la famille à savoir ce qui s'était passé. Malheureusement, Madame Martin, votre fille n'est ni la première, ni la dernière, dit-il tristement, alors que ma mère, embarrassée mais déterminée, expliquait la situation. Le silence est le plus grand allié de ces criminels. Continua-t-il. C'était la première fois que j'entendais quelqu'un appeler mon oncle un criminel. D'une certaine manière, ce mot me libéra. Ce qui m'est arrivé n'était pas un secret de famille ou une chose d'adulte. Comme mon oncle, l'enseigner, c'était un crime et je n'étais pas coupable. Dans les mois suivant la révélation, notre famille dut se réinventer. L'année 1964 apporta des changements, pas seulement pour nous, mais pour tout le pays. La radio annonçait la loi sur les droits civiques. Des mots comme égalité, droit atteignaient notre région rurale. Même si nous ne comprenions pas pleinement ce qu'ils signifiaient, les temps changent. Marthe dit mon père une nuit en écoutant les nouvelles. Ils disent que c'est pour le mieux, mais je ne sais pas. Quand les puissants parlent de changement, ce sont les gens ordinaires qui finissent par souffrir. Notre vie s'était complètement transformée. Sans l'emploi à la coopérative, mon père retourna travailler dans les champs d'Ulvé au coucher du soleil. Nos économies étaient rares. Ma mère commença à prendre des lessives, à faire des tartes, à vendre au marché local du dimanche. Ce jour, autrefois sacré pour le repos, était devenu un jour de travail pour nous. Curieusement, c'est dans cette épreuve que je trouvais ma vocation, comme nous étions nombreux, que l'argent était compté. Je commence à donner des cours particuliers aux enfants du voisinage. Je facturais presque rien, parfois juste une douzaine d'œufs ou une citrouille du jardin, mais cette activité alluma quelque chose en moi. Tu as un don pour enseigner. Dites, Madame Thomasin, notre voisine, après que son fils eut réussi sa classe grâce à mes leçons, les enfants t'aiment. Marthe, tu as une patience que beaucoup d'enseignants n'ont pas. En 1965, quelque chose arriva qui changerait ma trajectoire. La seule école de la ville avait besoin d'une assistante enseignante. La directrice, Madame Johnson, était déjà âgée, ne pouvait plus gérer seule les 40 enfants. Pourquoi n'essaies-tu pas, Marthe, suggéra ma mère. Tu enseignes déjà à la moitié des enfants du quartier à la maison. De toute façon, j'hésitais à 18 ans. J'avais à peine terminé l'école élémentaire. Comment pourrais-je être enseignante? De plus, je portais les marques du passé. Dans la petite ville, des regards suspicieux me suivaient. Personne ne savait exactement ce qui s'était passé, mais les rumeurs couraient. Certains disaient que j'avais manqué de respect à mon oncle, d'autres que j'avais essayé de séduire un homme marié en ville. Les gens préfèrent toujours croire le pire d'une jeune femme. Je ne sais pas s'ils m'accepteront, maman, confessai-je.
Tu sais comment sont les gens, ils parlent beaucoup de nous. Ma mère, avec, cette sagesse simple mais profonde, me regarda dans les yeux. Ma fille, celui qui devrait avoir honte est celui qui a fait le mal, pas celui qui en a souffert. Marche la tête haute. Ce qui t'est arrivé, ne définit pas qui tu es. Armé de ce courage, emprunté, j'allais parler à Madame Johnson. À ma surprise, elle m'accueillit avec une étreinte chaleureuse. J'attendais que tu viennes, dit-elle. Tu as toujours été mon élève la plus brillante. Même quand tu as cessé de prêter attention en classe, je savais que quelque chose s'était passé, mais je n'imaginais pas. Elle ne termina pas la phrase, mais c'était pas nécessaire, dans la salle de classe vide, loin des oreilles de la ville. Madame Johnson me confessa qu'elle aussi avait été victime d'abus dans sa jeunesse. C'est pourquoi je me suis jamais mariée, expliqua-t-elle. Je n'ai jamais pu faire confiance à un homme après cela. C'était la première fois que je réalisais que je n'étais pas seule, que cette douleur silencieuse était partagée par d'autres femmes, formant une sororité invisible de survivantes. Le lendemain, je commençais comme assistante. Le salaire était minime, mais ça signifiait beaucoup pour notre famille. Plus important encore, ces heures quotidiennes à l'école étaient mon refuge, ma chance de reconstruire quelque chose à partir des morceaux. Les enfants ne connaissaient pas mon passé, ne me jugeaient pas pour eux. J'étais juste maîtresse Marthe qui enseignait les lettres avec patience, inventait des chansons pour aider à mémoriser les tables de multiplication. Quand un enfant apprenait à écrire son propre nom pour la première fois, le sourire sur son petit visage en sueur était comme un baume apaisant sur mes blessures. En 1967, un programme national appelé Volontaires au service de la France arriva dans notre région. C'était une campagne pour apprendre aux adultes à lire. Ils avaient besoin d'enseignants prêts à donner des cours du soir. Madame Johnson, déjà fatiguée par l'âge, m'y recommanda. C'est ta chance de grandir. Marthe, dit-elle, ne laisse pas le passé voler ton avenir. Ainsi, à 20 ans, j'enseignais aux enfants le jour, aux adultes la nuit, des ondes. Des femmes qui travaillaient toute la journée dans les champs venaient souvent en marchant des kilomètres pour apprendre à lire, écrire à la lumière des lampes à pétrole. Leur effort m'inspirait, me donnait la force de continuer. Parmi ces élèves adultes était Monsieur Jean, un menuisier de 58 ans qui n'avait jamais tenu un crayon. Je veux apprendre à lire la Bible avant de mourir, me disait-il. Ses mains cailleuses tremblaient en formant les premières lettres, mais sa détermination était inébranlable. C'est Monsieur Jean qui, sans le savoir, m'aida à faire un autre pas dans la guérison. Une nuit de juillet, lors de la célébration du 14 juillet que nous organisions à l'école, il m'appela à part. Maîtresse Marthe, j'ai apporté un cadeau pour vous, dit-il, tendant un paquet enveloppé dans du papier de boucherie. C'était une petite boîte en bois, sculptée à la main avec des motifs d'oiseaux, de fleurs, pour garder vos choses importantes, expliqua-t-il fièrement. À ce moment, quelque chose se brisa en moi. C'était le premier cadeau que je recevais d'un homme depuis, eh bien,
depuis les cadeaux empoisonnés de mon oncle, mais celui-ci était différent. Il était sincère, sans arrière-pensée, fait avec respect, gratitude authentique. Merci, Monsieur Jean, parvins-je à dire, ravalant les larmes. C'est la plus belle chose que j'ai jamais reçue. Cette petite boîte devint mon talisman d'aidance. Je gardais mon premier salaire. En tant qu'enseignante officielle, quand les volontaires m'embauchèrent formellement en 1968, je gardais aussi la lettre que je reçus du secrétaire à l'éducation de l'État, m'invitant à suivre le cours de formation des enseignants à Montauban, tous frais payés par le gouvernement. Tu vas y aller, Marthe, déclara mon père quand je lui montrai la lettre, hésitante. Il n'était plus l'homme brisé par la culpabilité. Petit à petit, il avait retrouvé sa force, bien qu'il ne fût jamais plus le même. Ta mère et moi nous débrouillerons ici. C'est ta chance pour une vie meilleure. En janvier 1969, je montais dans le bus pour Montauban. C'était mon premier voyage loin de chez moi. Je me souviens de la peur mêlée d'excitation à voir la grande ville, les bâtiments, les rues pavées, les vitrines des magasins. Le cours dura 6 mois. Nous séjournions dans un vieux couvent adapté pour accueillir des enseignants des zones rurales. C'est là que je rencontrais d'autres jeunes femmes comme moi, des filles simples de petits endroits, mais avec de grands rêves. Parmi elles était Claire, une jeune femme de Toulouse qui devint rapidement mon amie inséparable. Claire était différente de tous ceux que j'avais rencontrés. Elle avait les cheveux courts, comme Brigitte Bardot, disait-elle, en référence à l'actrice qui causait un scandale par sa liberté. Elle portait des pantalons, même en dehors des cours d'éducation physique, parlait ouvertement de politique. Il faut que tu lises ses livres. Marthe, me disait-elle, passant des copies de la pédagogie des opprimés de Paulo Frère, qui circulaient secrètement parmi les étudiants. L'éducation, ce n'est pas seulement apprendre à lire, à écrire, c'est apprendre à penser de manière critique, à questionner, à transformer la réalité. Ces idées étaient révolutionnaires pour moi. Dans notre petite ville, l'éducation était vue seulement comme un moyen d'obtenir un meilleur emploi ou de savoir signer son propre nom avec Claire. Paulo Freire, j'appris qu'elle pouvait être bien plus les soirs au dortoir, pendant que d'autres filles parlaient de petits amis ou échangeaient des recettes. Claire et moi discussions de comment appliquer ces nouvelles méthodes d'enseignement dans nos communautés. Je rêve d'écoles où les enfants ne mémorisent pas seulement le contenu, mais apprennent à être des citoyens à part entière, disait-elle. Mais il faut être prudente, avertissait toujours Claire, baissant la voix. Les conservateurs n'aiment pas ce type d'éducation. Des enseignants ont été licenciés pour moins. Ce fut une période de découverte intense. Je découvris qu'il y avait un monde bien plus grand au-delà de ma petite ville. Je découvris que les cicatrices du passé pouvaient faire moins mal si je me concentrais sur la construction de quelque chose de significatif. Je découvris que j'avais ma propre voix, des opinions, des idées qui valaient la peine d'être partagées. Quand je rentrais chez moi, en juillet 1969, j'étais une personne différente. J'avais un diplôme d'enseignante, un meilleur salaire garanti par l'État, une mission claire dans mon esprit, l'éducation comme outil de transformation. Ma mère remarqua le changement
Dès que je descendis du bus, tu es différente. Ma chérie, comment t'a-t-elle alors que nous marchions vers la maison? Il y a de nouveau de la lumière dans tes yeux. C'était vrai, cette lumière qui s'était éteinte lors de ces dimanches d'horreur revenait pas égale à l'innocence enfantine que j'avais perdue pour toujours, mais comme une flamme plus mature, plus résiliente. Dans les années qui suivirent, je transformais la petite école de la ville avec les techniques apprises dans le cours, les méthodes de Paulo Frère que Claire m'avait enseignées en secret. Je créais des cercles de lecture, des jardins communautaires où les enfants apprenaient la science en pratique, même un journal scolaire polycopié. Certaines familles plus conservatrices trouvèrent cela étrange au début. L'enseignante enseigne trop de choses. Comment est-elle? Les enfants n'ont besoin que de lire, écrire, compter. Mais bientôt, les résultats montrèrent mes élèves non seulement réussissaient les tests avec de bonnes notes, mais devenaient plus confiants, plus critiques, plus capables de rêver au-delà des limites imposées par la pauvreté. En 1971, quand l'école reçut la visite du superviseur régional de l'éducation, il fut si impressionné qu'il m'invita à donner des conférences dans d'autres écoles de la région. Je n'ai jamais vu des enfants ruraux aussi bien préparés. Dit-il, feuilletant les cahiers des élèves, ce que vous faites ici est extraordinaire. Maîtresse Marthe, cette nuit-là, assise sur le porche avec ma mère, contemplant les étoiles qui semblaient plus brillantes que jamais, je réalisais que j'avais transformé la douleur en but. L'horreur des dimanches ne m'avait pas définie. Je n'étais pas seulement une victime, j'étais une survivante. Une Buttiseuse, une éducatrice. Je suis fière de toi. Ma fille, dit ma mère, prenant ma main, tu as pris quelque chose de si laid, en as fait quelque chose de beau. C'est alors que je décidai que je devais aller au-delà de la salle de classe. Si mon expérience m'avait appris quelque chose, c'est que le silence nourrit les prédateurs dans notre communauté. Dans tant d'autres, à travers la France, des filles continuaient d'être abusées, violées, réduites au silence, souvent par ceux qui devaient les protéger avec le soutien de Claire, qui dirigeait maintenant une école à Toulouse. Je commençais à organiser des réunions discrètes avec des femmes de la région. Au début, c'était juste des conversations sur la santé des femmes, les droits fondamentaux, l'éducation des enfants, mais bientôt, elles se transformèrent en quelque chose de plus profond, des espaces sûrs où les femmes pouvaient partager leurs histoires d'abus, de violences domestiques, d'abandon, où elles pouvaient pleurer sans jugement, trouver la force de changer leur réalité. Nous tenions ces réunions à l'arrière de l'école après les cours, déguisés en club de couture pour ne pas éveiller les soupçons. Là, entre les fils et les aiguilles, nous tissions un réseau de soutien qui sauva de nombreuses vies. Tu m'as donné le courage de quitter la maison avec mes enfants, me dit Thérèse, une jeune mère qui avait subi la violence de son mari pendant des années. Si l'enseignante a pu affronter ce qu'elle a affronté et est ici, si forte, je le peux aussi. Ce n'était pas facile. Nous vivions à une époque de conservatisme social où les réunions étaient vues avec suspicion par les autorités. De plus, défier le patriarcat enraciné dans cette société rurale nous valait des ennemis puissants.
plus d'une fois, on m'a traitée de féministe ou de briseuse de foyer pour avoir défendu des femmes qui voulaient quitter, des maris violents, mais chaque fille que nous réussissions, à protéger, chaque femme qui trouvait sa voie, chaque famille qui se reconstruisait sur des bases plus saines, valait tous les risques. La douleur que je portais depuis des années n'avait pas été vaine. Si je pouvais empêcher d'autres de traverser la même chose, en 1972, ma mère tomba malade. Ce n'était rien de spécifique que les médecins pouvaient nommer. Cela semblait plus une fatigue profonde, comme si toutes ces années de travail acharné, de douleurs silencieuses, avaient enfin pris leur tribut. Ces semaines, toujours si agile au poêle, à la machine à coudre, tremblait maintenant en tenant une tasse, Samco, autrefois infatigable, avait maintenant besoin de pauses fréquentes. Tsanestrien, ma chérie, je vieillis, juste, disait-elle, essayant de me rassurer, mais je savais que c'était plus que cela. Ma mère n'avait que 52 ans, trop jeune pour ce déclin. C'est pendant cette période que je décidai de transformer notre maison. Mes frères et sœurs aînés s'étaient déjà mariés, partis. Les plus jeunes travaillaient dans la ville voisine, ne revenant que le week-end. La grande maison qui avant accueillait à peine notre nombreuse famille semblait maintenant trop vide. Trop silencieuse. Maman, proposai-je un samedi après-midi, en l'aidant à rincer le linge dans la bassine. Que penses-tu d'utiliser les pièces vides pour accueillir des filles qui ont besoin d'un endroit sûr? Elle arrêta ce qu'elle faisait, me regarda avec cette expression qui signifiait qu'elle réfléchissait sérieusement à quelque chose. Quel genre de fille? Marthe, des filles comme j'étais, qui non nulle part, ou à l'air qui souffre en silence. Ma mère resta silencieuse un long moment, regardant au-delà de la cour vers les collines vertes qui entouraient notre petite ville. Enfin, elle sourit, un sourire fatigué mais plein de détermination. Ton père râlera au début, mais ensuite il acceptera. Il finit toujours par accepter quand il s'agit de faire le bien, et ainsi commença ce qui deviendrait mon plus grand héritage. Au début, ce fut juste une fille, Lucy Fortinans, qui apparut à l'école avec des marques violettes sur les bras, de la peur dans les yeux. Quand je découvris que son beau-père la molestait avec la complicité silencieuse de sa mère alcoolique, je proposai notre maison comme refuge. Lucie fut la première, mais pas la dernière. Bientôt vinrent Abigail, qui, à 15 ans, avait été vendue par son propre père à un fermier de 60 ans. Puis Marie-Jeanne, qui s'était enfuie de chez elle, enceinte de son oncle. Et après cela, tant d'autres que nous dûmes bientôt adapter la grange pour créer plus de pièces. La maison de maîtresse Marthe devint connue dans toute la région. Pour certains, c'était un scandale. Elle abrite des filles perdues, disaient les langues les plus venimeuses. Pour d'autres, surtout les femmes, c'était un phare d'espoir au milieu des ténèbres. Mon père, comme ma mère l'avait prédit, résista au début. Que vont penser les gens de nous? S'inquiétait-il. Mais quand il vit Lucie, c'est petite, hein?
si fragile. Aider ma mère à la cuisine avec un dévouement touchant. Mm. Son cœur s'attendrit, bientôt. Il construisait de nouveaux lits superposés. Enseigner aux filles à planter dans le jardin que nous agrandissions, ce n'était pas facile. Nous n'avions pas de ressources au-delà de mon salaire d'enseignante, de la petite pension rurale de mon père. Les filles arrivaient souvent avec rien d'autre que les vêtements qu'elles portaient, des traumatismes si profonds qu'ils se manifestaient par des cauchemars, des crises de larmes, parfois des comportements autodestructeurs. Mais nous avions quelque chose de plus précieux que l'argent. Nous connaissions le chemin de la guérison parce que nous l'avions parcouru nous-mêmes. Ça ne sera pas toujours comme ça, disais-je à chaque nouvelle fille qui arrivait. La douleur ne disparaît pas complètement, mais tu apprends à construire quelque chose de nouveau par-dessus. Comme un arbre qui pousse plus fort là où il a été taillé. En 1973, alors que nous avions déjà 7 filles vivant avec nous, je reçus une visite inattendue. C'était une assistante sociale envoyée par le département des services sociaux récemment créé par le gouvernement. Nous avons reçu des plaintes, dit-elle, assise à notre table de cuisine, que vous hébergez des mineurs sans autorisation légale. Mon cœur s'est fiché. C'était vrai. Nous n'avions pas de documents officiels, pas d'enregistrement formel. C'était juste une famille élargie, créée par nécessité, amour. Ces filles n'avaient nulle part où aller, argumentai-je. Certaines étaient maltraitées, d'autres étaient l'assistante sociale. Madame Élise était une femme d'âge moyen avec les cheveux attachés en un chignon sévère, des lunettes qui ne cachaient pas la lassitude dans ses yeux. Elle m'écouta en silence, prenant des notes sur son clipboard. Je devrais interviewer chacune d'elles, dit-elle, et fine. Vérifier les conditions d'hébergement. Pendant 3 jours, Madame Élise examina chaque recoin de notre maison, parla à chaque fille, vérifia les cahiers d'école, inspecta la nourriture dans le garde-manger. Je vivais dans une anxiété constante, craignant qu'à tout moment elle ordonne la fermeture de notre petit refuge. À la fin du 3e jour, elle m'appela pour une conversation privée. Ce que vous faites ici est irrégulier. Commensatelli et mon que sombra. Mais c'est nécessaire. J'ai 25 ans de service public. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Ces filles auraient fini dans des situations bien pires sans vous. Elle retira ses lunettes, frotta ses yeux fatigués avant de continuer. Je vais vous aider à régulariser ceci. Nous transformerons votre maison en un foyer officiellement reconnu par l'État. Vous recevrez une petite allocation mensuelle, pourrez accepter légalement des dons. J'étais sans voix, les larmes coulant sur mon visage. Madame Élise sourit, le premier sourire sincère depuis son arrivée. J'étais autrefois une de ses filles, aussi maîtresse Marthe. Seulement à mon époque, il n'y avait personne comme vous pour m'accueillir. En décembre 1973, nous reçumis les certificats officiels au foyer Marguerite, centre de refuge pour filles en situation de vulnérabilité. Le nom fut choisi par les filles elles-mêmes, inspirées par les fleurs simples mais résilientes qui poussaient en abondance dans notre cour
même dans les conditions les plus adverses, avec avec la reconnaissance officielle, vint plus de ressources, mais aussi plus de responsabilités. Nous dûmes embaucher une cuisinière pour aider ma mère, qui n'avait plus la santé pour nourrir tant de bouches. Céline, ma cousine que j'avais protégée de mon oncle des années auparavant, revint en ville après avoir obtenu son diplôme d'infirmière à Bordeaux, commença à travailler avec nous, s'occupant de la santé des filles. C'est Céline qui suggéra de célébrer notre force, de ne pas cacher nos peurs. Le premier dimanche de 1974, nous inaugurâmes cette nouvelle tradition. La table fut dressée dans la cour, sous le grand érable, car la maison ne pouvait plus nous accueillir tous. La vieille nappe brodée, rangée au fond du coffre pendant tant d'années, fut sortie pour couvrir la table, non plus comme symbole d'une perfection familiale fausse, mais comme témoin de notre capacité à transformer la douleur en beauté. Pour ce premier déjeuner, nous invitâmes toutes les femmes qui nous avaient aidées au fil des ans. Claire, mon amie des jours de formation, Madame Johnson, maintenant à la retraite, mais toujours lucide, Madame Ellis, l'assistante sociale devenue notre alliée, et tant d'autres qui avaient contribué d'une manière ou d'une autre à notre petit miracle quotidien, en observant cette table pleine de femmes, de filles parlant. Ryan, partageant des histoires, des rêves. Je pensais au long chemin que nous avions parcouru depuis ces dimanches silencieux de mon enfance. Les blessures étaient toujours là. In moi, in beaucoup d'entre elles, mais elles ne saignaient plus autant. Nous avions appris à broder de nouveaux motifs, de nouvelles significations, de nouvelles possibilités par-dessus. En 1975, quand l'ONU déclara l'année internationale de la femme, notre petit refuge était déjà connu dans toute la région. Nous reçûmes des visites de journalistes de Paris qui publièrent un reportage sur notre travail dans un magazine féminin. Le titre de l'article était simple mais puissant. La maison où les filles trouvent leur voie. La couverture apporta plus de visibilité, avec elle plus de ressources, mais aussi plus de défis. Il y eut des tentatives d'interférence de politiciens locaux qui voulaient utiliser notre travail pour gagner des voix. Il y eut des menaces voilées de la part d'hommes puissants dont nous avions exposé les abus en abritant leurs victimes. Il y eut même une tentative d'incendie une nuit de juin 1966 qui, heureusement, fut contenue avant de causer des dommages majeurs. Mais pour chaque obstacle, 10 mains secourables émergeaient. Des femmes de toute classe sociale commencèrent à s'organiser autour du foyer Marguerite. Des femmes médecins offraient des consultations gratuites. Des avocates aidaient avec les processus de garde. Des enseignantes bénévoles donnaient des cours de renforcement. En 1977, nous inaugurâmes une petite bibliothèque sur le terrain adjacent, achetée avec des dons. Nous l'appelâmes Bibliothèque Béatrice, en l'honneur de ma mère, décédée l'année précédente. Sa dernière demande fut que nous continuions le travail jusqu'à ce qu'aucune fille n'ait besoin de fuir sa propre famille pour être en sécurité. Je lui promis que je ferais exactement cela. Et c'était ma promesse. Aujourd'hui,
à 77 ans. Je vis toujours dans la même maison, bien qu'agrandie. Rénové au fil des ans, le foyer Marguerite est devenu une organisation avec des branches dans 3 villes de la région. Nous avons abrité plus de 2000 filles au cours de ces décennies. Beaucoup d'entre elles ont suivi des chemins brillants, devenant médecins, enseignantes, avocates, infirmières. Certaines sont revenues travailler avec nous, perpétuant le cycle de guérison, de croissance. D'autres ont continué leur vie dans des endroits lointains, mais restent en contact, envoyant des lettres, des photos de leurs enfants, des nouvelles de leur réussite. Chaque dimanche, nous maintenons encore notre tradition de déjeuner en plein air. La table est devenue si grande qu'elle s'étend maintenant à travers la cour. La vieille nappe brodée a été retirée, encadrée à l'entrée du foyer. Comme un rappel de nos origines à sa place. Nous utilisons des nappes faites par les filles elles-mêmes dans notre atelier de couture. En regardant en arrière la fille effrayée que j'étais, les dimanches qui étaient un cauchemar, le silence qui m'a presque détruite. Je ressens une profonde gratitude pour le voyage. Je n'ai pas choisi ce qui m'est arrivé, mais j'ai choisi ce que j'en ferai. J'ai transformé un dimanche d'horreur en des milliers de dimanches d'espoir. C'est ce que je dis aux filles qui viennent à nous, encore brisées, encore saignant à l'intérieur. Votre histoire ne s'arrête pas au chapitre le plus douloureux. Vous avez encore beaucoup de pages blanches à écrire. Et quand je vois leurs yeux s'illuminer d'une nouvelle possibilité, quand j'observe leur posture changer de courbée à droite, quand j'entends leur voix, autrefois murmure, maintenant ferme, claire, je sais que chaque larme, chaque nuit, sans sommeil, chaque lutte contre le système ou contre mes propres démons intérieurs en valait la peine. Tout en valait la peine parce que le silence a été brisé. Et une fois brisé, il ne peut plus jamais emprisonner complètement, comme le dit la broderie qu'une de nos filles a faite, accrochée à l'entrée du foyer, là où une voix s'élève. 1000 voix trouvent du courage. C'est mon histoire, une histoire de douleur, oui, mais surtout de résistance, d'amour qui s'étend comme des cercles dans l'eau. Une histoire qui a commencé à une table du dimanche, qui continuera bien au-delà de moi, dans chaque fille, qui trouve ici non seulement un refuge, mais une possibilité, car en fin de compte, c'est de cela qu'il s'agit. Dans la vie, transformer les tables où nous avons vécu l'horreur en tables où nous servons l'espoir. Partagez mon histoire. Abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications. Mettez un petit cœur sur la vidéo. Ça m'aide beaucoup à apporter de nouvelles vidéos chaque jour. À bientôt. Mes chers amis,